Bienvenue aux rencontres de la plateforme des bonnes pratiques pour l'eau du Grand Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous accueillons Sonia Siauve, chef de projet innovation à l'OIO, pour discuter d'eau en contexte de changement climatique. Bonne écoute. Il est 13h31, il y a déjà 45 personnes qui sont branchées, connectées pour venir écouter Sonia Siauve pour cette 11e édition de nos rencontres de la plateforme. D'abord, je dois m'excuser parce que j'ai une voix complètement éraillée. On a un printemps tellement magnifique qu'on a aussi des allergies absolument remarquables. Voilà, je pense que j'arriverai quand même à tenir le rang pour présenter au moins Sonia. Sonia, merci beaucoup de vous être rendue disponible pour cette 11e édition des rencontres de la plateforme. Comme il est d'usage, je brosse un portrait professionnel rapide des intervenants qui sont invités à ces rencontres afin que nos participants appréhendent bien l'expertise des profils qui sont venus écouter. Voilà, donc vous avez enseigné à Limoges pour transmettre vos savoirs aux étudiants en master, mais c'est loin de résumer votre activité professionnelle puisque vous avez consacré votre thèse en chimie environnementale à l'évaluation des risques liés aux émissions des industries métallurgiques, ce qui est une des spécialités des laboratoires de Limoges, si je ne m'abuse. Étant moi-même naturalisé depuis quelques années dans le Limousin à Brive-la-Gaillarde, j'ai une affection particulière pour la fac de sciences de Limoges, son école d'ingénieurs et ses chaires de recherche. Vous avez été gestionnaire de projets de laboratoire aussi dans le groupe chimique AFE sur le recyclage chimique. Vous y avez déjà à l'époque coordonné un programme LIFE sur le recyclage des déchets de catalyse. Maintenant, chef de projet en innovation à l'OIO, vous y avez déployé une activité que je dois dire qui est assez impressionnante sur la coordination de projet. Avec l'OFB, par exemple, à l'interface sciences et politique, vous avez œuvré comme courtière de connaissances, qui est une activité qui nous tient à cœur ici à la plateforme, puisque c'est en quelque sorte une grande partie de notre métier. Donc, vous avez œuvré sur la protection des bassins versants pour la production d'eau potable sur ce sujet. Vous avez contribué au projet européen sur les mesures naturelles de rétention d'eau, qui nous intéresse aussi puisque nous avons publié récemment, nous avons relayé récemment la publication de l'OIO avec l'OFB sur le sujet. Vous avez représenté l'OIO comme partenaire du projet européen, partenaire sur l'innovation écotechnologique pour la REUT, et vous avez aussi œuvré dans le projet Energy Water pour améliorer la performance énergétique des procédés hydrauliques. Vous avez travaillé à la coordination du site européen sur le traitement des eaux usées urbaines. Vous avez travaillé sur la faisabilité d'un projet d'usine zéro rejet liquide pour Volvo. Donc si un jour on a une Volvo construite sans eau, ce sera grâce à vous. Si je comprends bien, vous avez travaillé sur un guide pour Total sur les risques et opportunités de la réhute externe aux usines. Vous avez travaillé sur les réseaux d'eau intelligents dans la Smart City. Euh, voilà, moi, ce que je note dans tout ce cursus, c'est que vous êtes une courtière de connaissances expertes et vous êtes une habituée des formats de restitution variés. Et donc pour nous, comme je le disais, ça compte beaucoup pour nous à la plateforme. Et je pense que ça transparaîtra dans votre présentation des résultats du programme européen Eau et Climat sur lequel vous avez été coordonnatrice pour l'OIO, pendant le même temps où où vous étiez co-coordonnatrice du projet Explore 2 avec INRAE et Eric Soquet. Donc c'est pour cette expertise et pour les productions impressionnantes du programme LIFE que nous vous recevons aujourd'hui, car nous sommes convaincus euh, à la plateforme, vraiment convaincus de l'absolue nécessité d'accompagner les décideurs et les parties prenantes dans leur appropriation des outils d'adaptation aux effets du changement climatique. Et enfin, Sonia, cerise sur le gâteau, je découvre que vous jouez du saxo baryton dans une banda. Et ça, c'est vraiment un truc du Sud-Ouest aussi. Vous êtes la bienvenue ici chez vous, dans le Grand Sud-Ouest. Je vous laisse la parole pour une demi-heure, après quoi on pourra échanger. Et j'invite tous les participants, qui sont déjà 70, j'invite les participants à poser tout de suite leurs questions dans le fil de conversation, de sorte qu'à la fin de la présentation, on aura déjà quelques questions pour échanger. Comme on est très nombreux, je ne pourrai pas donner la parole
Voilà, donc vraiment, posez vos questions dans le fil de conversation. S'il y a des ambiguïtés, j'ouvrirai les micros, mais en une demi-heure, il faut qu'on arrive à balayer tous les échanges. Voilà, Sonia, je vous laisse la parole et merci d'avance. Merci beaucoup. Alors, je ne m'attendais pas, j'avoue, à une telle introduction. C'est presque gênant, mais bon. Non, je suis ravie d'avoir été invitée, d'une part parce que on va dire, faire un projet maintenant, je sais faire en termes de coordination, on va dire cocher les cases d'un beau projet d'un point de vue financeur, mais un projet est utile que s'il est connu, parce que aussi joli et prometteur soient des résultats ou des outils, s'ils ne sont pas connus et pas utilisés, ben voilà, le cycle n'est pas là et l'impact non plus espéré est moindre. Donc, à chaque fois qu'on m'invite à présenter le résultat, je suis ravie de venir le faire, sachant que cette première rencontre est évidemment une première présentation. Je ne peux pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais j'espère que les explications que je vous fournirai, les réponses que je donnerai à vos questions vous donneront envie d'aller sur le site du projet pour aller utiliser ces outils. Donc, je précise que comme ils ont été financés par un projet européen, ils sont libres de droit et accessibles gratuitement. Voilà. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas mon organisation, l'Office international de l'eau, nous sommes une association déclarée d'utilité publique dont l'objectif est vraiment d'aider tous les acteurs dans la gestion de l'eau en France, en Europe et dans le monde entier. Alors, je partage la présentation. C'est bon pour vous? Très bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le teaser, on va dire, sur les réseaux sociaux, je vais vous présenter un projet qui a pour thème principal l'eau et le changement climatique et spécifiquement le développement de solutions innovantes pour une gestion locale de ces deux aspects. Et en fait, comme ça a été aussi introduit par Monsieur Vibo, j'ai piloté ou copiloté deux projets complémentaires qui avaient le même objectif. Un projet européen, un projet national. Donc pour le projet européen, ça va être vraiment le sujet principal d'aujourd'hui, c'est le projet Life, eau et climat. Donc notre cible, c'était les acteurs locaux de la gestion de l'eau, donc spécifiquement les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, les SAGE et leur commission locale de l'eau, le CLE. Et aussi le projet Explore 2, un projet scientifique national qui avait pour objectif de produire des projections hydroclimatiques sur la base des données en fait les plus récentes du GIEC, avec une maille locale, le plus locale possible, donc la maille Safran, 8 km sur 8 km. Alors, en quoi ces deux projets ont été complémentaires avec le même objectif commun, c'est-à-dire d'aider les acteurs locaux à pouvoir développer des stratégies propres à leur territoire en termes d'adaptation au changement climatique et qui soient basées sur des données vraiment robustes scientifiquement, des données hydroclimatiques. Donc, le projet de Life et Climat, il a duré, ma slide est un peu fausse, de 2020 à 2025, parce qu'on vient juste de terminer, on a demandé une extension. 9 partenaires territoriaux, tous des structures porteuses de SAGE, 5 partenaires techniques pour les épauler. Et il avait été construit pour répondre aux besoins exprimés par ces gestionnaires. Tout à l'heure, je reviendrai dans le détail sur ces besoins. Donc, vous les voyez apparaître, ces 4 besoins. Besoin d'outils pour faire des trajectoires d'adaptation, basés sur, bien sûr, d'abord un diagnostic des vulnérabilités propres à chaque territoire. Un besoin d'appui scientifique, parce que même si on a des outils, toutes les structures porteuses de SAGE, on s'en est bien rendu compte dans le projet, n'ont pas forcément les compétences en interne pour utiliser ces outils. Et surtout que pour utiliser des outils, il fallait utiliser des données de projection hydroclimatique, pas forcément faciles d'accès et d'utilisation. Donc, on avait aussi un besoin sur faciliter l'accès à ces données. Et enfin, pour certains territoires du projet qui étaient quand même plus matures que d'autres en termes d'avoir déjà fait leur diagnostic de vulnérabilité ou trajectoire d'adaptation, eux, ils nous ont sollicité pour dire on a un besoin d'un appui sociologue en fait pour passer des études à l'action. Parce que certains avaient déjà leurs études prospectives, mais ils avaient du mal à convaincre les acteurs locaux de passer à l'action. J'entends action d'adaptation. Je fais défiler un peu plus vite. Le projet Explore 2, pareil, on a été contemporain parce qu'en fait, pareil, my slide, je me rends compte aujourd'hui, il a encore en cours le projet Explore 2, il va même durer jusqu'à fin 2025. L'objectif de ce projet, c'était vraiment de repartir du précédent projet Explore 2070, qui avait été assez pionnier en termes de fournir, de produire des projections hydroclimatiques à l'échelle de la France. Il y avait certains biais scientifiques. Heureusement, depuis, les scientifiques ont corrigé leur modèle.
Donc l'idée, c'était de refaire un exercice de type Explore, donc Explore 2, pour donner à voir l'hydrologie naturelle future sous différents scénarios climatiques. Et cette fois-ci, INRAE, qui en est le coordinateur scientifique, a insisté auprès du ministère pour qu'en plus du volet scientifique, pour produire des données hydroclimatiques robustes, il y ait un volet accompagnement des acteurs qui soit instauré. Pourquoi? Car les données du précédent projet avaient été jugées difficiles d'accès, même pour les trouver, j'entends. Et même quand on les trouvait sur Internet, pas facile à prendre en main parce que jugées trop scientifico-scientifiques, on va dire. Donc, ils ont tenu à ce qu'il y ait un volet accompagnement des acteurs, des utilisateurs, qui accompagne le volet scientifique. Et donc, c'est moi, pour l'OIO, qui l'ai piloté. C'est pour ça qu'on parle de copilotage d'Explore 2 avec INRAE. Et un des points communs, notamment, de ces deux projets, c'est que, d'une part, les partenaires du projet LIFE avaient exprimé qu'ils avaient un besoin d'un accès facilité aux données. Et d'autre part, le projet Explore 2 allait remettre à jour et produire des données hydroclimatiques. Et donc, un des points communs entre ces deux projets, c'est notamment que le projet LIFE a développé un nouveau portail national, qui est le portail DRIAS-O, entre autres. Ce n'est pas le seul, mais c'était le principal, dans lequel les données d'Explore 2 sont stockées et mises à disposition de tous. Un autre point en commun, vous voyez la petite étoile, j'en reviendrai à la fin de mon présentation, c'est que les deux projets avaient à cœur de vraiment instaurer un dialogue permanent et continu, une interface en fait scientifique utilisateur, usager, depuis le début du projet. Et notamment, un des résultats de cette collaboration fine entre les scientifiques et les futurs utilisateurs de ce résultat, c'est entre autres INRAE qui a développé un livre blanc pour réaliser des études de type prospective sur la gestion de l'eau, basée sur les résultats d'Explore 2. Voilà, c'était pour l'introduction sur les deux projets, parce que je pense qu'il me semble qu'il y a l'ambition plus tard de faire un format de ce type pour le projet Explore 2. Comme ça, vous aurez déjà un lien entre les deux projets. Donc, je reviens, je fais un focus sur le livre, le Life Climat, pardon, je vois les pop-up qui apparaissent, sur le projet Life et Climat. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait été construit sur les besoins des gestionnaires de l'eau. L'OIO, on est, comme je le dis, association, et un de nos piliers, c'est aider les acteurs. Et aider les acteurs, dans le service dans lequel je suis, à identifier des éventuels financements européens. Parce que ce n'est pas si évident que ça quand on est son plan de charge bien rempli, gestionnaire de l'eau, gestion des crises aussi de l'eau, de pouvoir identifier ce genre de financement européen, voire de monter un projet et de le coordonner si on a gagné. Donc l'OIO prend ce rôle pour les acteurs. Donc, pour le séminaire national SAGE 2018, que l'on organise aussi avec le ministère, on est allé demander aux acteurs s'ils avaient des besoins spécifiques en termes d'adaptation au changement climatique à l'échelle locale, parce qu'on avait identifié un appel d'offres européen par le programme LIFE, qui est un programme qui finance des projets de démonstration sur le terrain, pas de recherche, mais de démonstration, que c'est un appel d'offres qui existait. Donc, la réponse a été massivement oui. Donc, on a construit le projet, qui se compose donc de 5 partenaires techniques scientifiques, donc l'OIO en tant que coordinateur, Axiera qui est un bureau d'études spécialiste du climat, Hydreos qui maintenant n'existe plus, mais qui était un des pôles de compétitivité eau du Grand Est, qui est maintenant devenu Aquanova, INRAE pour tout ce qui est connaissance en hydrologie, et Météo France pour tout ce qui est connaissance en climat. Et 9 partenaires territoriaux, donc vous voyez, tous des structures porteurs de stages, qui ont tous exprimé 4 besoins, comme j'ai dit tout à l'heure, les mêmes besoins, auxquels on a répondu par les actions dans le projet. Un projet donc de un peu moins de 4 millions au total, financé par moitié par la Commission européenne, qui a duré finalement 4 ans et demi, car il s'est terminé en février. Et dans le cadre du projet, ces 9 partenaires territoriaux ont impliqué 21 sages dans des actions dans le projet, ce qui correspondait à cette époque, parce que le nombre de sages évolue, à peu près 10% des sages existants en France actuellement. Donc la répartition géographique, elle n'est pas homogène, comme vous voyez, mais je réponds directement à une question que j'ai eue souvent. Ce n'était pas un choix du consortium de viser certaines régions, parce on a 15 des sages qui sont en Loire-Bretagne. C'est juste que ça correspond aux gens qui ont manifesté leur intérêt pour l'appel d'offres, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je vous fais un bilan quand même du projet, parce qu'il est terminé. Donc, j'ai pris le parti de reprendre une slide par besoin exprimé. Premier besoin, ça a été on a besoin d'outils concrets pour s'adapter localement. Et je vous présente les résultats produits.
et les messages associés que le consortium souhaitait faire passer, sachant que sur le site que vous voyez en haut à droite, si vous y allez, dans la rubrique résultats du projet, vous avez tous les documents que je présente ici. Donc, des outils pour s'adapter. Ça, c'est le bureau d'études Axiera qui a développé ces outils. 2 outils. Premier outil, un outil pour faire un diagnostic des vulnérabilités. Si vous avez déjà regardé, eu l'occasion de voir les nouveaux plans d'adaptation par bassin des agences de l'eau qui sont sortis, on va dire l'an dernier, à des différents moments, mais vous avez des cartes qui sont un petit peu qui ressemblent à justement des cartes de vulnérabilité. C'est Axiera qui les a fait pour les agences de l'eau. Et comme la méthodologie avait été, on va dire, adoubée au niveau agence par certaines agences, pas toutes, on avait proposé à Axiera d'en faire une déclinaison à l'échelle locale. Donc pas du grand district graphique, mais à l'échelle vraiment du périmètre d'un SAGE. C'est ce qu'ils ont fait. Et cet outil a été donc testé par 2 SAGES, ainsi que le deuxième outil. Donc, les 2 outils ont été testés séparément par 2 SAGES de l'établissement public Loire. Et il y a aussi le SAGE du Valais de la Garonne, le SMEAG, qui a testé les 2 à la suite. Comme ça, on voulait prouver qu'en fait, un SAGE pouvait à la fois prendre un ou l'autre des outils, mais aussi enchaîner les 2 s'il le souhaitait. La sortie de cet outil, en fait, ce sont soit ça peut être des scores de vulnérabilité, soit des cartes de vulnérabilité. On a eu cette évolution. Au début, ça devait être des cartes de vulnérabilité, mais tout au long du projet, on a constitué un groupe de travail composé de toutes les instances françaises, on va dire, travaillant sur l'eau, le changement climatique en France. Donc, il y avait toutes les agences de l'eau, l'ADEME, l'OFB, le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture, une région. Et l'idée, c'était de leur présenter ce qu'on faisait au fur et à mesure et de s'assurer que ce qu'on allait faire au niveau local soit en permanence cohérent, en cohérence avec ce qui était en cours en termes de politique en France et à venir, dont on pourrait ne pas être au courant, mais il faudrait surtout que ce soit bien compatible. Et c'est justement parce que certaines agences de l'eau nous ont dit, nous, on est contre les cartes, qu'on a fait évoluer l'outil pour que la sortie de l'outil puisse être soit des cartes de vulnérabilité, soit des scores de vulnérabilité. L'idée étant d'éviter tout biais possible de ce résultat d'outil qui aurait pu aboutir à vouloir faire dire aux acteurs que leur territoire était ou pas plus prioritaire que son voisin, on va dire, pour l'adaptation et donc pour des financements. Voilà, pour tout vous dire sur pourquoi l'évolution. Deuxième outil, un outil pour établir des trajectoires d'adaptation. Alors, on parle plutôt de trajectoire plutôt que de plan d'adaptation, parce que l'idée, c'est de pouvoir s'adapter à plusieurs futurs à court, moyen, long terme. Pour cet outil, Axiera s'est basé sur la série d'outils de l'ADEME, la série TACT, avec bien sûr l'accord et le suivi de l'ADEME. Donc, en fait, ça correspondait à un TACT haut. Là, en clair, les 2 outils, c'est des PDF, c'est un pas à pas. Et pour le deuxième outil, pour les trajectoires, c'est un pas à pas plus une sorte de calculateur, un outil en fait en ligne digitale. À la fin de cet outil, qui normalement se construit vraiment pas, idéalement pas en chambre par l'animateur SAGE, mais vraiment en co-construction avec les acteurs locaux, vous sortez des trajectoires et des priorisations d'actions à court, moyen, long terme. Co-décider avec les acteurs, et c'est là un des grands intérêts de la méthode. Dans les messages principaux que les partenaires ont voulu faire passer sur cette action, c'était qu'il était justement préférable de définir des trajectoires d'adaptation pour déclencher les actions au bon moment. Il y avait vraiment la notion de seuil et les programmer à long terme pour vraiment viser une résilience du territoire, plutôt que privilégier des actions ponctuelles qui auraient plutôt une visée à court moyen terme. Les trajectoires permettent aussi en fait de mettre en œuvre des actions qui soient adaptables aux incertitudes, parce qu'en fait, vous savez que le climat évolue en permanence et ce travail est basé sur des projections hydroclimatiques qui ont une valeur à tenter, mais qui évoluent en permanence. Et les trajectoires permettent justement une adaptabilité des mesures. Ça, c'était pour l'action des besoins d'outils pour s'adapter. Pour l'action besoin d'un accès facilité aux données. Donc là, c'est Météo France qui en était le leader. L'outil principal qui en est ressorti, c'est le portail DRIAS-O. C'est vraiment en fait un jumeau du portail DRIAS qui existait avant, qui s'appelait en fait DRIAS Les Futurs du Climat, mais dans lequel il y avait aussi des projections concernant l'eau, sauf que tout était mélangé et pas forcément facile d'accès.
Donc là, l'idée, c'est qu'il y a toujours la même base de données nationale qui s'appelle DRIAS, mais il y a maintenant 2 portails, DRIAS, les futurs du climat, et DRIAS Eau, les futurs de l'eau, qui moissonnent chacun soit les données du climat, soit les données de l'eau. Mais vous avez les mêmes 3 volets à chaque fois sur chacun des portails qui sont visibles ici, le volet accompagnement, le volet découverte et le volet données, données et produits, voilà. Là, donc, pareil, c'est libre de droit, hein. Il suffit juste que vous créiez un compte pour accéder à ces données. Je précise qu'il y a eu des webinaires de prise en main qui ont été faits par Météo France, parce que ça a beau être accessible, c'est quand même pas si facile que ça quand on n'est pas habitué à gérer la donnée. Donc, il y a eu des webinaires de prise en main et il y a un MOOC qui est aussi libre de droit. Je le mets à la fin de mon PowerPoint, qui a été développé dans le cadre de Explore 2, mais c'est aussi un travail qu'on a fait en commun. Et en fait, n'hésitez pas à aller voir pour vraiment comprendre comment fonctionne cet outil. Et parce que ce n'était pas si facile que ça, malgré tout, de prendre en main DRIAS Eau, il y a un autre portail, malheureusement, je ne l'ai pas mis, c'est une erreur de ma part, mais c'est le portail Méandre, M-E-A-N-D-R-E, comme un méandre de cours d'eau, développé par INRAE, suite justement à la demande des utilisateurs disant DRIAS Eau, c'est super, mais quand on est moins expert en gestion de données, il nous faudrait un outil un peu plus simple en premier accès. Et donc là, c'est INRAE qui a développé le portail Méandre. Les messages que les partenaires veulent faire passer au sujet de cette action, c'est qu'il était vraiment important, en fait, ils ont en permanence fait remonter aux scientifiques qu'il fallait faciliter cet accès aux données parce que, en fait, ça évolue tellement et maintenant les acteurs on leur demande de faire des études de type prospectif, que ce soit une démarche de plan territorial de gestion de l'eau, PTGE, ou une étude de type HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat, ou d'autres types d'études de type prospectif. Ils ont forcément besoin de données et vraiment la plus-value de ce portail et d'Explore 2, c'est d'avoir mis à disposition ces projections qui normalement doivent permettre de faire accélérer la prise en compte du changement climatique, notamment dans les SAGE, parce que les données sont déjà prêtes en fait via DRIAS Eau. Les analyses ont déjà été faites, les digestions, il y a déjà des cartes toutes prêtes, des graphes en fait. Donc, normalement, ça doit pouvoir permettre d'accélérer la prise en compte du changement climatique dans la planification. Ensuite, ils ont un message où ils insistent sur le fait qu'il faut vraiment, c'est un premier pas pour continuer à développer des services climatiques sur l'eau vraiment accessibles à tous et pas que aux scientifiques. Donc, il y a d'autres travaux en cours au niveau national, mais bon, là, je dépasse le cadre de ma présentation. Et les acteurs avaient fait remonter le fait que la prise en main de ces données était essentielle, surtout pour assurer leur bon usage et pas leur mal usage, parce que ça, c'est un risque qu'on a vu aussi. Il ne faut pas juste extraire un graphe sorti de son contexte, il faut vraiment accompagner les explications, notamment quand on fait une étude de type prospectif et qu'on doit expliquer à sa commission locale de l'eau, à ses élus, qu'on fait tel choix, par exemple, de scénario et pas tel autre. Voilà. Et normalement, toutes les explications sont bien disponibles dans DRIAS Eau. Et surtout, là, j'insiste sur le fait qu'il y a une hotline dans DRIAS Eau, et nous, on avait insisté aussi pour qu'il y ait des retours d'expérience concrets des partenaires du projet Life Eau et Climat, notamment le PTB Vienne, je crois qu'il y a le PTB Loire aussi, ou peut-être la Durance. Donc, il y a des retours d'expérience sur comment prendre en main ces données. Troisième grand besoin qui avait été exprimé, un besoin d'appui scientifique aux gestionnaires. Alors, l'outil principal qui est ressorti de cette action, c'est donc le livre blanc dont j'ai parlé au tout démarrage. Donc, en fait, ce livre blanc interactif, il a été construit sous le format, pour ceux qui sont de ma génération, si vous voyez l'âge que j'ai, des livres dont vous êtes le héros. Vous voyez, si vous avez connu ça dans votre enfance, mais il est vraiment construit comme ça, sur la base de questionnement et d'un cheminement. L'idée, c'est qu'en fait, il donne les grandes lignes de comment faire une étude rétrospective du passé pour ensuite faire une étude prospective du futur. Parce que avant de faire une étude prospective, il faut forcément reconstruire le passé pour être sûr que les modèles soient calés. Et donc là, il rappelle en fait dans les messages principaux que dans la grande majorité des situations, l'étude de la ressource naturelle, en eau, bien sûr naturelle, je précise, parce qu'actuellement, on ne fait pas de la modélisation des usages. C'est en cours d'amélioration, ça va venir, mais ce n'était pas le cas dans le projet Life Explore 2, Life Eau et Climat, ni dans Explore 2. C'est bien, on donne à voir l'hydrologie naturelle. Il faut d'abord reconstruire le passé avant de faire le futur. Et l'idée, c'est qu'il faut utiliser les résultats
qui existe déjà. C'était le conseil principal d'INRAE à la fin du projet, à savoir, il y a des bureaux d'études compétents, hein, c'est pas ce qu'on dit, et c'est très bien, ils font un super travail, mais maintenant qu'Explore 2 a été a mis ses résultats en disposition, ainsi que Macao pour tout ce qui est tendance passée, Explore 2 pour tout ce qui est tendance future, il faut vraiment suivre les consignes de ce livre blanc pour faire une étude de type prospectif, plutôt que recommencer à faire des simulations par les bureaux d'études. C'est l'idéal en fait. Pourquoi? Parce que ces deux projets, pour le passé et le futur, ont vraiment fait un exercice robuste en croisant beaucoup de modèles, beaucoup de corrections de biais, d'incertitudes. Donc c'est beaucoup plus robuste d'utiliser ces données que d'utiliser d'autres, que de refaire des calculs par des modèles. La quatrième grande action que nous avions, qui correspond aux besoins de recommandations pour mobiliser les acteurs, en fait, c'est une sociologue de l'OIO qui a mené les actions. Et elle a produit deux outils principaux qui sont d'une part un guide de recommandations pour la mobilisation. Et ça, c'était important. Alors moi, je viens des sciences dures, hein, j'avoue que ce n'était pas forcément si évident que ça pour moi, mais c'est paru très clair quand elle a commencé à mener son action, parce qu'en fait, déjà, le terme mobiliser voulait dire tout un tas de choses pour les différents partenaires du projet ou les gens qu'on rencontrait. Mobiliser, ça peut vouloir dire acculturer. Ça peut vouloir dire espérer un changement de pratique. Ça peut vouloir dire former et former une cible spécifique, pourquoi pas des élus ou former des citoyens à devenir eux-mêmes des ambassadeurs. Vous voyez, il y a beaucoup de formes de mobilisation. Donc, elle a commencé par expliciter les intentions de chaque partenaire. Ensuite, elle a fait une recherche vraiment de toutes les initiatives qui existaient déjà en vue de ces différents objectifs de mobilisation. Et elle a fait un guide de recommandation initial qu'elle a bien sûr fait évoluer à la fin du projet quand les partenaires ont testé tous ces conseils pour mettre des retours d'expérience dans ce guide, et la version finale est disponible actuellement sur gesto.fr. En parallèle de ce guide, elle avait donc fait un recensement, on va dire, sous un Excel pas très forcément utilisable, mais qui était bien complet, de toutes ces initiatives en fait qui avaient déjà été testées et qui pourraient être testées pour mobiliser les acteurs en fonction des objectifs de chacun. Et elle a décidé, suite à la demande répétée de plusieurs acteurs qu'on rencontrait dans des conférences, de créer une boîte à outils un peu plus pratique. Donc en fait, elle a utilisé un logiciel que d'autres projets européens utilisaient, qui avait l'air bien pratique pour les acteurs, qui s'appelle un Pearl Tree, pour arbre de perles, on va dire. Et il est disponible sur gesto.fr, pareil, toujours. Et elle en a fait deux, en fait. Un qui recouvre vraiment toutes les initiatives de mobilisation. Ça va des élus parlent aux élus, ça va de podcasts, ça va de la fresque de l'eau, qui commence à être connue. Mais vous voyez, tout ce genre d'initiatives, elle les a classées par famille d'objectifs de mobilisation. Et ensuite, elle a fait un deuxième Pearl Tree où les partenaires qui avaient testé ces outils faisaient un retour d'expérience de, voilà, nous, on voulait faire ça, je ne sais pas, dans un lycée, pour parler à des élus, à des citoyens. On a testé ça. Ça a bien fonctionné, ça a moins bien fonctionné. Si on recommençait, on ferait comment? Voilà. Les principaux messages des partenaires concernant cette action, c'est que au tout démarrage de n'importe quel projet d'adaptation au changement climatique, il faut vraiment mobiliser les acteurs et pas faire de la consultation démocratique a posteriori. Vous voyez, il vaut mieux les impliquer dès le démarrage de la co-construction de ce projet. Parce qu'en fait, tout processus de mobilisation doit s'appuyer sur une vision commune, un engagement individuel, mais aussi collectif de tout un chacun, et la prise de conscience de l'importance de l'action dans laquelle on s'est mobilisé. Il est donc primordial dès le début d'identifier la cible de notre action quand on veut nous-mêmes porter un projet de mobilisation et l'objectif. Voilà, ça paraît évident, mais en fait, on s'est rendu compte en analysant des pratiques de partenaires qui n'avaient pas très bien marché que ce n'était pas si fait systématiquement en fait. Alors, la slide n'est pas jolie, je sais, mais moi, vous avez tout sur cette slide. Je vous ai parlé des résultats principaux des 4 grandes actions, mais vous imaginez bien qu'un projet, 14 partenaires, 4 millions sur 4 ans et demi, c'est beaucoup d'actions en fait. Là, j'ai vraiment synthétisé pour que vous voyez vraiment les principaux résultats. En fait, c'est 21 actions de démonstration. 3 qui sont liées au thème, pardon, j'ai mis la version anglaise, développer des outils. 6 qui étaient liés au thème mobiliser les acteurs, 6 qui étaient liés au thème faciliter l'accès aux données, quel que soit le type de données, satellitaire, physique, digital,
et 6 actions qui sont liées aux besoins qui étaient de renforcer les échanges entre scientifiques et managers. Alors, je ne vais pas aller plus dans le détail, mais je voulais comme ça à l'oral vous en présenter certaines. Je pense que j'ai encore le temps. Oui, mais ce sera presque le mot de la fin. Donc là, je vous ai mis une illustration ici en haut à gauche d'une action qui a été faite par l'EPA Jouarlignon. Donc eux, c'est une petite structure. En fait, ils n'ont pas forcément beaucoup de ressources en interne pour faire beaucoup de gestion de données. Ils se sont considérés eux-mêmes pas très matures par rapport à d'autres en termes d'adaptation au changement climatique, mais très volontaires pour améliorer leurs pratiques. Et ils se sont demandé comment faire pour que tout un chacun, dans des petites collectivités, sur leur périmètre, puissent être interpellés par la notion d'impact du changement climatique. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont posé, vous voyez, des échelles millimétriques sous plusieurs ponts. Il y en avait un peu moins d'une dizaine, je crois, avec certains carrément un circuit autour d'un village. Ils ont mis des macarons, vous en voyez un vert et un rouge, qui correspondent à un certain pourcentage en fait, de remplissage du volume d'eau, du module d'eau, pardon, excusez-moi. Et ils ont fait des panneaux explicatifs à côté, où ils ont expliqué en fait aux gens ce que signifiaient ces macarons et est-ce que c'était normal pour la saison. En clair, est-ce que le niveau de l'eau dans le cours d'eau à côté duquel je me balade aujourd'hui a un niveau normal pour la saison ou est-ce qu'il y a un impact a priori visible du changement climatique comparé à une période de référence. Ils ont aussi, lors des fêtes annuelles qu'ils avaient déjà en place, la fête de rivière, mis en place, je n'ai pas mis la photo, mais une sorte d'escape game avec un sac à dos basé sur justement aller voir ces panneaux explicatifs, entre autres, et lire les niveaux d'eau. Ils ont aussi fait des formations aux citoyens pour lire justement ces niveaux d'eau. Et ils ont fini par rajouter, ça ne se voit pas très bien, mais un QR code sur ces panneaux où n'importe quelle personne était invitée à aller flasher ce QR code et à aller lire eux-mêmes le niveau de l'eau. Donc, toutes ces données étaient bien sûr modérées par l'EPA Jouarlignon et apparaissaient sur un site très simple où il y avait des graphes de niveau d'eau que les citoyens pouvaient observer eux-mêmes. Là, j'ai mis cette photo-là parce qu'il y a un autre partenaire qui, en termes de mobilisation des acteurs, avait une action, une sous-action en fait, qui était de faire un diagnostic de plusieurs exploitations agricoles en termes d'impact par rapport au changement climatique et les former, leur proposer des solutions de meilleures pratiques herbagères pour diminuer cet impact. Donc ça a été fait en collaboration avec plusieurs acteurs locaux représentant le secteur agricole pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit, voilà, et que ce ne soit pas un gestionnaire de l'eau qui vienne apprendre aux gestionnaires agricoles comment faire leur métier, si je simplifie un peu les risques qu'on avait identifiés au début. Et donc, il y a 6 exploitations agricoles qui ont été en tout aidées dans ce contexte. Un autre exemple d'étude, pour vous montrer à quel point c'était vraiment varié ce qu'on a pu faire, donc d'action de démonstration, il y a un partenaire, le Célélote Médian, qui a étudié plusieurs plans d'eau pour étudier, donc là c'était l'accès aux données, donc données mesurées. Ils ont installé des sondes pour mesurer en amont et en aval de plusieurs plans d'eau l'impact de ces plans d'eau sur les masses d'eau, notamment sur la température. Et ils ont proposé à la suite et ils ont réalisé des travaux de mise aux normes de plusieurs plans d'eau pour justement diminuer cet impact, surtout sur les masses aval des plans d'eau, en termes de bon état écologique. Il y a un autre partenaire qui a, là c'était sur les lacs de Borne-et-Buch, vers Mimizan, qui ont établi un modèle, une modélisation en fait de ces plans d'eau littoraux, du fonctionnement de ces plans d'eau littoraux, en lien entre ces plans d'eau et les nappes, pour mieux comprendre comment ils fonctionnaient et comment ils étaient impactés par le changement climatique. Ça, c'était en collaboration avec le BRGM. L'icône que je vous ai mis en haut à droite, ça, c'était plusieurs partenaires, notamment la région Grand Est. Région Grand Est nous ont dit, nous, changement climatique, au moment où on a démarré le projet, j'entends. Entre les deux, ça a un peu changé. Mais le changement climatique, ce n'était pas forcément quelque chose qui inquiétait les acteurs locaux parce que la ressource en eau était abondante, on va dire ça comme ça. Mais ils voulaient créer un esprit de territoire sur si le changement climatique, ça impacte tout le monde et ça va nous impacter un jour, quel que soit le sens, rareté ou surabondance de l'eau.
Donc, ils voulaient créer ce territoire. Ils se sont dit le plus impactant, ce serait de créer un observatoire citoyen. Mais ils ne voulaient pas que ce soit un observatoire citoyen juste pour acculturer les citoyens. Ils voulaient que les données remontées puissent aller alimenter les observatoires scientifiques déjà existants. Donc, il y a eu tout un travail de fait entre ces observatoires déjà existants et l'observatoire citoyen qu'ils voulaient créer. Et là, ils en sont, ça a pris un peu plus de temps que prévu parce qu'au début, ils voulaient passer par une application téléphone pour que les citoyens puissent faire des relevés. Et en fait, ils ont fait le choix, et je trouve ça vraiment exemplaire, de faire un aquathon, enfin une sorte de hackathon, enfin de concours, on va dire, pour les étudiants, pour proposer une idée plus innovante. Et ils sont en train, à ce moment-là, ils ont créé une start-up, c'est gagnant de l'aquathon, les étudiants. Et donc, la région Grand Est est en train de financer ces étudiants pour vraiment, enfin, qui maintenant c'est une start-up, pour que l'outil proposé soit déployé autour de la région Grand Est et pas que pour le territoire initial concerné. Enfin, ce que vous voyez en bas à droite, c'est une dernière étude d'action qui était sous le chapeau du besoin comment utiliser les données. Donc là, nous avons le SNAVD, la Durance. Eux, ils ont été plutôt matures en termes d'avoir déjà fait des études prospectives changement climatique. En plus, eux, ils ont fait le choix il y a quelques années d'internaliser la compétence de gestion des données et de plutôt que faire des études one-shot de prospective, de développer leur propre modèle de bassin. Alors, on parle de jumeaux numériques de bassin. Ce n'est pas exactement un jumeau numérique si on est strict au sens du terme, mais c'est une modélisation du bassin. L'idée, c'était de pouvoir faire rentrer des projections climatiques en entrée de ce modèle et voir comment le modèle réagit justement en fonction de ces différents scénarios climatiques. Et forcément, plus ce modèle représente la réalité et plus la réaction montrée par le modèle est fine. Par exemple, ils avaient du mal dans le modèle à identifier finement les surfaces irriguées. C'est quand même un peu de secret autour des quantités d'eau et des surfaces irriguées. On n'a pas forcément la donnée facilement accessible. Et comme au début du démarrage du projet, les données satellitaires par Sentinel 1 et 2 ont été ouvertes au plus grand nombre, ils ont travaillé avec 2 laboratoires de recherche, le CESBio et TETIS, pour utiliser ces données satellitaires, couplées avec des modèles soit radar, soit infrarouge, et pouvoir, par toute une série d'algorithmes, identifier le plus finement possible les surfaces irriguées. Ça a vraiment très, très bien marché. Donc là, ils passent en routine. C'est plus juste un exercice innovant. Et ça a amélioré leur modèle. Voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu qu'en fait, chacune de ces 21 actions était vraiment très variée et tout est expliqué sur le site. N'hésitez pas à les voir en détail. Alors, je reviens sur le lien, mais vraiment vite fait parce que je pense que ce n'est pas le sujet, mais les 2 projets dont je parlais au début, ils ont été vraiment liés par le fait qu'on s'est vraiment focalisé, centré sur quels sont les besoins des utilisateurs quant au résultat de nos projets. Donc, notamment, un exemple qui a été assez parlant, c'est que parmi les actions que je n'ai pas présentées juste avant, il y a eu 6 études de type prospectif réalisées dans le temps du projet, que ce soit des études PTGE ou une partie d'une étude HMUC ou d'autres types de type prospectif, pas que HMUC ou PTGE. Vous les voyez les 6 ici. Donc, je les ai mis en jaune sur ma carte, je ne sais pas si c'est bien visible. Et en fait, ces études, alors elles n'ont pas vraiment pu utiliser Explore 2 parce qu'initialement c'était prévu, mais les résultats sont arrivés trop tard par rapport au temps de nos études, mais elles ont pu bénéficier de tous les conseils des scientifiques impliqués dans Explore 2 et dans l'IFO et Climat. Notamment, il y avait un grand débat au collège scientifique sur comment on évalue, quelle formule utiliser pour évaluer l'évapotranspiration. Quelles sont les chaînes de modélisation les plus robustes, on va dire. Parce qu'en fait, ça, c'est des questions que les bureaux d'études posent aux gestionnaires qui les ont contractés. C'est pas juste de faire, ne serait-ce que pour faire un cahier des charges pour recruter un bureau d'études, mais il y a des questions très concrètes qui se posent et les gestionnaires n'étaient pas forcément armés pour y répondre. Et ils ont bénéficié de l'expertise des scientifiques qui étaient dans les 2 projets pour pouvoir y répondre. Ces scientifiques ont participé aussi à tous les comités de pilotage. Donc eux-mêmes ont pu se rendre compte des questions concrètes qui étaient posées aux gestionnaires et alimenter le livre blanc et Drias O pour dire OK, d'accord, c'est les questions qui se posent actuellement, eh bien, on va faire pédagogiquement, on va y répondre. Et notamment, un des points aussi positifs, c'est que par exemple, notre leader, nous, de INRAE, Jean-Philippe Vidal, a rejoint le comité scientifique de l'Agence de l'eau en Bretagne dans le temps du projet. Vous voyez, il y a vraiment eu aussi une prise de conscience des scientifiques de leurs besoins de médiation auprès des acteurs et de voir quel rôle ils pouvaient avoir, quelle plus-value par rapport aux acteurs.
Un autre exemple, je crois que j'ai mis, voilà. Non, voilà, je voulais juste rappeler qu'il y avait ce livre blanc que je vous encourage à aller voir et qu'il y avait, donc ça, c'est le projet Life et Climat qu'il a développé. Et le MOOC, ça, c'est le projet Explore 2 qu'il a développé. Et dans ce MOOC, vous avez vraiment toute une explication sur quand vous voulez prendre en compte le changement climatique pour la gestion de l'eau, euh, comment vous devez vous y prendre, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Et ça part vraiment normalement de la base, à savoir d'une explication des termes qui sont utilisés. Qu'est-ce qu'on entend par scénario, qu'est-ce qu'on entend par RCP, par SSP, qu'est-ce qu'on entend par modélisation. Pourquoi est-ce que les scientifiques d'Explore 2 ont conseillé aux gestionnaires de... Vous avez peut-être vu, si vous avez déjà vu des études de ce type, un graphe, vous savez, un peu en croix, où il y a plein de petits icônes. Et souvent, donc, ces petits icônes correspondent aux différentes chaînes de modélisation. Et souvent, moi j'ai été dans ces commissions locales de l'eau où on dit, bah, nous, on prend ce qui est médian, quoi. Enfin, parce que les chaînes de modélisation médianes, c'est sûrement le plus probable en termes de climat et d'hydrologie future. Et en fait, non, les scientifiques expliquent autrement, parce qu'ils expliquent par la robustesse des modèles, par le calcul des incertitudes. Donc, et donc, en fait, ils conseillent 4 narratifs nationaux, et tout ça, c'est expliqué dans le MOOC Explore 2. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour laisser assez de temps aux questions. Je vais juste mettre une dernière slide, mais vous l'aurez si vous avez plus de questions sur les différents projets. Voilà. Sonia, merci beaucoup. C'était d'une grande richesse, hein. Moi, comme j'avais déjà identifié et puis dit tout à l'heure, moi, je retiens quelques mots-clés quand même de ce que tu as dit, la nécessité de ne pas réfléchir qu'à court et moyen terme, mais vraiment de penser une panoplie d'actions à long terme pour faire de la vraie adaptation et pas euh, des, des actions qui soient trop conjoncturelles, mais vraiment de long terme et vraiment des transformations structurelles. Euh, Bien expliqué. Alors là, bien expliqué, bien expliqué. Moi, j'entends que la mise en place d'une outline et puis ce MOOC, j'ai Anthony ici qui l'a suivi et c'est hyper intéressant. Moi, j'invite vraiment les participants à aller jeter un œil parce que il nous fait toucher du doigt l'introduction de l'incertitude, hein, et donc qui a conduit les scientifiques à proposer 4 scénarios, euh, quatre descriptifs. Et l'incertitude s'invite un petit peu par rapport aux anciennes données dont on disposait, où là, effectivement, on utilisait plutôt de la médiane. Là, maintenant, on voit bien que la panoplie des hypothèses est très large et qu'il y a aussi un travail à faire à la fois dans les choix de trajectoire, mais aussi à la fois dans l'acceptation d'un travail dans l'incertitude. Et ça, c'est peut-être la chose la plus nouvelle depuis quelques années, c'est d'arriver à travailler dans l'incertitude climatique. Voilà. Vous avez peut-être vu dans la conversation, Bernard Legube propose de prendre la parole. Bernard Legube, c'est le président du conseil scientifique du comité de bassin, et en l'occurrence, il fait partie de la puissance invitante, puisqu'il est administrateur de notre plateforme. Donc, on va lui donner la Et parole c'était tout de un de suite. mes anciens professeurs. En plus, alors, il va pouvoir parler à son ancien élève. Bernard, on te donne la parole. Tu vas pouvoir. euh, je vois ici. Non, c'est Bruno. Si on te trouve, on te donne la parole. Voilà, tu peux ouvrir ton micro et prendre la parole. J'ai bien noté que tu voulais pas la prendre trop longtemps et pas monopoliser la parole pour vraiment laisser la place aux échanges. Est-ce que tu peux parler, Bernard? On te voit pas. Ouvre peut-être ta caméra. Bon, Bernard, le temps que tu prennes la parole, euh, peut-être que il y a des questions que les participants n'ont pas osé poser. N'hésitez pas, vous avez un fil de conversation. Euh, donc dans lequel vous pouvez poser des questions. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas tout compris ou besoin de précision. Moi, j'ai entendu que le Lot Médian a réalisé un travail sur les lacs. Sonia, est-ce que vous savez si le travail est achevé ou pas? Parce que ça m'intéresserait beaucoup de peut-être de le reporter s'il est achevé. Oui, il y a un étang dont les travaux ont été effectués.
un étang dont le diagnostic a été fait, les travaux décidés, sauf qu'ils auraient dû être lancés l'an dernier, mais vous savez, enfin, entre l'automne et le printemps, il y a une période dans laquelle on ne peut pas faire de travaux sur les lacs et ils se sont rendus compte au moment de commencer les travaux que le moine était abîmé, qu'il fallait le remplacer. Voilà, donc le deuxième n'a pas pu être fait, les travaux pendant le temps du projet, mais les travaux ont été décidés et donc seront faits là, à partir de là, ils vont être programmés. Donc ce sera hors projet LIFE, mais ça va être fait cette année. Et le principal impact, en fait, qu'ils voulaient, c'était, enfin, qu'ils suivaient, c'était sur la thermie des plans d'eau. D'accord. Lorsque Sonia faisait sa présentation, on a mis dans la conversation les différentes adresses des sites internet évoqués. Moi, je vous invite à jeter un coup d'œil sur Pearl Trees du Life Eau et Climat. C'est absolument impressionnant, hein, la boîte à outils et les retours d'expérience qui sont présentés. Il y a une quantité phénoménale d'outils finalement qui peuvent être utilisés contre ces animateurs euh, de PTGE, de SAGE, de contrats de rivière, de contrats territoriaux. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que vous savez, vous avez à ce jour une évaluation du nombre d'outils qui ont déjà été réutilisés, mis en œuvre grâce à votre Euh, travail? ben, déjà, là, j'ai contacté récemment un autre projet donc, dans le Marais de Poitevin qui vient de déposer un projet LIFE, Ma Résilience, et qui va utiliser les deux outils trajectoire, enfin, vulnérabilité trajectoire dans leur projet. Donc, ils vont l'appliquer directement. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, autour de Niort. Voilà. Sinon, on a beaucoup de sollicitations et de demandes, et je sais que Actiera travaille avec avec l'ADEME partout en France pour former à l'utilisation de l'outil Tact eau. Donc, mais on n'a pas de compte exact en fait. Nous, ce que je trouve important, c'est que le projet a aussi permis de faire remonter des besoins des acteurs, notamment pour la préfiguration du PNAC 3 de besoins Oui. concrets. Donc, nous, comme d'autres projets, hein, plusieurs projets LIFE en cours ont été consultés et fait remonter des besoins. Les outils ont aussi mis en avant dans le nouveau guide national PTGE et aussi dans le guide remis à jour HMUC. Donc, on suppose que ça va augmenter l'utilisation de cet outil. Mais comme ils sont accessibles libres de droit, on n'a pas trop moyen de vérifier qui les utilise. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Vous n'avez pas donné d'autorisation, l'autorisation d'acquisition. Alors, je vois le projet Embrasseur en région Nouvelle-Aquitaine, parce que Monsieur Le Gube intervient du coup dans le fil. Alors, le projet Embrasseur, c'est un projet qui est un projet européen du programme, par contre, cette fois-ci, pas de démonstration live, mais de recherche et innovation. Donc, et même un projet de la mission adaptation au changement climatique de la Commission européenne, Embrasseur en Nouvelle-Aquitaine. Et je le connais bien parce que je coordonne moi-même un autre projet financé sur le même col qui s'appelle Nathalie. Et donc, ces deux projets de Nathalie Brasseur ont tous les deux des sites de démonstration en Nouvelle-Aquitaine. C'est vraiment là ces solutions fondées sur la nature pour l'adaptation et l'augmentation de la résilience des territoires. Et là, c'est des projets de recherche et innovation qui sont des gros projets à 20 millions, vous voyez, 45 partenaires. Voilà. C'est vraiment solutions fondées sur la nature. Je vois une question sur les échanges sur la notion de volume prélevable. Alors, en fait, il n'y a personne qui a fait une étude de type volume prélevable dans le projet. Dans les 6 études prospectives que j'ai montrées, ils avaient vraiment pour objectif de donner à voir l'évolution de l'eau disponible dans le futur. Donc, ils n'ont pas discuté de la notion du calcul du volume prélevable. Ils ont plutôt donné à voir, voilà à quoi s'attendre sur notre bassin en termes de disponibilité de l'eau, avec plusieurs scénarios, une fourchette basse, fourchette hausse, et commencer les discussions sur comment on s'adapte à ces différents possibles, du pire au moins pire, on va dire. Mais pas spécifiquement, on n'est pas allé jusqu'à la notion de volume préfable. Alors, Lise Devreux pose une autre question sur le Macao Explore 2 sur les ressources en eau naturelles et non influencées et que les études en cours sont en cours pour réaliser des oui. modèles qui prennent en compte les usages. Oui, effectivement, est-ce qu'on a des modèles naturalisés ou anthropisés? Alors non, et ça, j'avoue que
Donc, comme vous l'avez dit au démarrage avec ma bio, on va dire, moi, je ne suis pas spécialiste du climat, je suis spécialiste de la médiation scientifique, on va dire. C'est mon doctorat qui me donne cette liberté. Du coup, j'ai découvert moi-même dans le temps des projets que Explore 2 allait donner à voir des projections hydrologie naturelles possibles selon différents scénarios climatiques et qu'en fait, les usages n'étaient pas pris en compte. Alors, il y a une partie des usages, enfin, la couverture du sol, si vous voulez, est prise en compte dans certains modèles. Le fait que ce soit une ville ou enfin, urbain, périurbain ou rural. Mais c'est tout. Les usages ne sont pas pris en compte. Ça a été une grande déception des acteurs, mais j'étais surprise qu'ils le découvrent, que je le découvre moi, bon, mais que les acteurs le découvrent, ça m'a surpris. Et en fait, pour pallier à ce manque, qui est en fait le maillon manquant dans la chaîne de modélisation, INRAE a recruté, enfin, ce pas les seuls, je suppose, hein, mais ça, je suis au courant, il y a 2 ans, donc avant la fin du projet, de nouveaux chercheurs pour justement développer ces modèles d'usage. Je sais que EDF Recherche était partant aussi pour le faire parce qu'ils ont une force de frappe assez importante et beaucoup de données. Je ne sais pas exactement sur quel bassin c'est en train de se faire. On avait proposé une suite au LIFE, au climat, avec justement ces modèles d'usage. Malheureusement, la suite n'a pas été validée, on l'a su récemment. Donc, je ne sais pas exactement où ça en est, mais le travail est en cours, de toute manière certaine par INRAE. Et je sais qu'il y a France Stratégie au niveau national qui promeuvait aussi un autre modèle de type national. Mais alors, côté Life et Climat, nous, on est plutôt en faveur de développer des modèles locaux d'usage parce qu'on ne pense pas, et on peut se tromper, hein, mais on ne pense pas qu'un modèle d'usage générique national puisse répondre, on va dire. De la même manière qu'il faut des projections hydroclimatiques à l'échelle locale, il faut des modèles d'usage à l'échelle locale. Oui, là, Voilà. je vous rejoins assez quand on imagine. Enfin, on voit d'ailleurs comment les acteurs, par exemple sur la Durance, sur la Charente, sur le SMEAG, imaginent la gestion de leurs ressources. Ça dépend énormément de la nature des ressources en question, Mm. de la façon dont elles sont déjà gérées, de l'occupation du sol et de la répartition des activités. Donc, je suis assez d'accord avec vous sur un sujet comme ça. Peut-être que j'ai vu qu'il y avait plusieurs participants d'EDF. Si vous avez un complément à écrire par rapport à ça, ça pourrait nous intéresser. Je vois qu'il y a une Alors, remarque de monsieur Le Gub aussi. Je passe, je lis ou comme vous voulez, comme vous voulez, hein. oui, oui, allez-y, Sonia. Je vois, je m'étonne, et cette remarque, on l'a eu, sur les différences énormes existantes entre Explore 70 et Explore 2, notamment au niveau des moldules des cours d'eau selon le scénario intermédiaire du GIEC RCP 4.5. Alors là, je sais qu'ils en ont beaucoup discuté au niveau des scientifiques et ça dépasse ma compétence. Donc, je sais qu'aussi que dans les messages clés que les scientifiques ont livrés lors du séminaire de restitution finale du 28 juin dernier, et tout est accessible en ligne, encore une fois, n'hésitez pas à y aller. Toutes les présentations sont en ligne. Ils ont répondu à ces questions et je ne serais pas capable de les retranscrire sérieusement. Donc, je préfère m'abstenir. Mais je sais que c'est une question qui leur a été posée et ils y ont répondu pendant ce séminaire. Et donc, j'ai l'impression que vous avez été vraiment très clair, Sonia, parce que il ressort finalement assez peu de questions de votre. Alors, je pense que les gens se disent, Ouh là là, moi je vais d'abord aller voir tous ces sites internet. Bernard nous repose la question. Vous l'avez Ah, évoqué, la oui. différence entre les deux. Qu'est-ce que vous en pensez, Sonia? Non, Entre Méandre et Dryas, les deux comment il sont faut les considérer? complémentaires. Moi, je pense que Dryas, c'était indispensable parce que enfin, pour travailler dans des projets européens, je vous assure qu'on a de la chance en France, mais vraiment, d'avoir cet exercice robuste scientifique qui a été mené avec des projections hydroclimatiques à l'échelle locale, à disposition totale des utilisateurs. Ce n'est pas du tout le cas dans les autres pays européens et on a du mal parce que ça nous manque quand on fait des projets d'adaptation. Donc, on a vraiment cette chance. Donc, Dryas, c'était indispensable. Mais il est vrai qu'il y a enfin, c'est très compliqué en fait. Si on ne sait pas gérer la donnée, il manque peut-être d'accompagnement dans Drias. C'est vraiment pas accessible à tout le monde. Donc Méandre répond à ce manque. Pour moi, c'est un maillon Méandre. C'est vraiment une médiation, un cran en plus de médiation pour vraiment donner à disposition quasiment de tout à chacun. La compréhension de ces projections hydroclimatiques. Mais pour moi, les deux sont utiles et sont complémentaires. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Si vous êtes novice, on va dire, si vous n'êtes jamais allé sur Drias, allez voir Méandre en premier. Mais si vous connaissez déjà un petit peu la gestion de données ou vous avez déjà vu Méandre, vous êtes satisfait ou
convaincu et que vous voulez vous-même aller prendre vos données et les manipuler, alors après, allez sur Drias. Alors, moi j'aurais une autre question, parce que j'avais rencontré au CGLE à Rennes l'animatrice du Sage Rance en Bretagne. Et elle m'avait fait part assez rapidement du travail qu'elle a mené pour intégrer justement les données de changement climatique dans son projet de Sage. Et le temps énorme que ça représente pour un animateur. Comment est-ce que vous voyez ça? Moi, ce que j'ai compris, c'est que là, on a vraiment mâché le travail avec ces deux sites, Drias et Méandre, de sorte que les animateurs ont vraiment les données assez compréhensibles et facilement utilisables. Mais ceci étant, ça prend quand même beaucoup de temps. Et vous avez suggéré que finalement, on n'a plus besoin de se tourner vers un bureau d'études pour faire l'analyse, ou en tout cas pour faire la prospective, puisque la prospective existe. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même besoin d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour Oui. exploiter ces données? Alors là, pardon, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas besoin d'études. J'ai dit qu'il faudrait peut-être mieux, vu le prix de ces études. Ça coûte très cher, hein. C'est en centaines de milliers d'euros, en plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc peut-être qu'il faut, et vraiment c'est le message de tous les scientifiques aussi, hein. C'est pas que moi, Sonia, c'est en nom des deux projets que je passe ce message. Utiliser cet argent pour justement que les bureaux d'études accompagnent les territoires qui n'ont pas forcément le temps sur leur feuille de route, notamment les animateurs sages, à développer des trajectoires d'adaptation, concerter avec les acteurs, ça prend du temps, la concertation, mais il faut le faire, plutôt que prendre du temps à recalculer ces projections qui sont disponibles sur Explore 2. Mais ces D'accord. bureaux d'études sont nécessaires pour accompagner, et aussi parce que une fois qu'on a les plans d'action, ben, il faut les mettre en œuvre, ces actions, et idéalement les mettre en œuvre et les suivre pour prouver l'impact de ces actions. Et ça, c'est peut-être un pan qui n'est pas encore assez financé. Donc déjà, si on enlevait du financement de refaire des modèles, alors qu'on a Explore 2 maintenant, ce serait bien. Oui. Mais c'est clair que ça prend du temps. Mais par contre, dans les tests des outils pour s'adapter qu'on a développés, donc ces animatrices sages, hein, ou animateurs qui l'ont fait, et en fait, bah, ils ont chiffré, vous voyez dans leur retour d'expérience, ce sera indiqué le nombre le nombre de jours qu'ils ont passé, et clairement, c'était long, mais elles ont réussi. Ils et elles ont réussi, donc c'est faisable. D'accord. C'était aussi ce C'est qu'on voulait accessible. montrer. Ok. Je vois les scénarios track dans le chat, une question. Donc en fait, c'est pour ça qu'Explore 2 a été prolongé jusqu'à fin 2025, parce qu'en fait, la TRAC est arrivée, donc la trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique, est arrivée suite à la présidence en fait, hein, de la France du Conseil de l'Union européenne en mars d'il y a 2 ans, avec l'événement qu'on connaît mondial malheureusement. Il y a eu une conférence 2 jours sur l'adaptation, une sur l'adaptation, l'autre sur la rémédiation. Et en fait, les politiques ont insisté en disant les scientifiques vont crier. Je n'ai pas compris à l'époque quand j'ai entendu ça. Après, j'ai compris quand j'ai vu la traque arriver. Les scientifiques vont crier, mais il nous faut un degré de réchauffement, nous les politiciens, pour faire une loi ou pour faire appliquer un devoir d'adaptation. Oui. Et la traque est arrivée avec des degrés de réchauffement à différents horizons. Donc, mais sauf que Explore 2, les scientifiques, c'était pas dans le bon de commande, on va dire, au démarrage. Donc, ils avaient présenté le résultat d'une façon, et donc là, ils doivent réfléchir à la manière de présenter les résultats, qui ne changent pas, hein, parce que les modèles ont tourné, mais avec ces degrés de réchauffement. Et donc là, ils sont en train de développer des narratraques. Donc, il restera toujours les 4 narratifs nationaux, mais ils vont faire des narratraques plutôt à l'échelle des régions hydrographiques au sens du code Cendre, avec des fiches de synthèse par secteur hydrographique dans chacune de ces régions. Voilà. La pérennité de la mise à jour des sites DRIAS, DRIAS, en fait, c'est national et c'est Météo France qui le gère, donc ce sera permanent. Après, il n'y aura pas en permanence des projections hydroclimatiques de fait. On espère avoir prouvé à l'État, on va dire, qu'un Explore de type Explore 3 serait nécessaire sûrement pas tous les 10 ans, comme c'était l'espacement entre Explore 2070 et Explore 2, et qu'on espère qu'on pourra avoir des explores plus réguliers pour prendre en compte les résultats du GIEC. Donc, C'est ça. voilà. Et le projet Life donc Méandre, forcément mis à jour régulièrement, parce qu'encore une fois, c'est INRAE qui le pilote et c'est rentré dans leur comment dire, dans leur feuille de route, quoi. Vous voyez, c'est pas uniquement lié à un projet européen. Et là, il faut le climat, on avait fait exprès de l'intégrer à un portail déjà existant dont l'OIE est propriétaire, Gesto, et qui est bien connu de la communauté des acteurs des sages, pour justement qu'il soit pérennisé dans le temps. Donc c'est pérenne, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et voilà, je pense que c'est Claude Miqueux qui fait un compliment à la fois à Sonia et à son professeur pour dire que la qualité de la présentation est un hommage à Monsieur Legube. Non, c'est vrai, Sonia, on a beaucoup apprécié
tout ce travail que vous nous avez présenté, puis surtout cet effort de synthèse et toujours pareil, de médiation des connaissances. Moi, j'espère que les participants à ce webinaire et puis les personnes qui regarderont sur notre site de la plateforme voilà, seront incités ou seront euh, enclins à vraiment découvrir ces outils et à se les approprier. Nous, à la plateforme, on est convaincus de l'urgence absolue. Là, j'ai entendu tout à l'heure que un certain nombre d'exploitations agricoles avaient été accompagnées dans leur trajectoire d'adaptation. Euh, il y a un certain nombre d'usagers, en particulier le monde agricole, qui a un énorme besoin d'accompagnement. Et là, vous avez mis à disposition des outils à travers des démarches territoriales. Et nous venons de publier notre notice sur le travail de dialogue territorial de l'IFRE, qui est extrêmement intéressant, avec des retours d'expérience très riches. Et ce dialogue territorial, il doit permettre d'utiliser de tels outils et donc d'intégrer ce que je disais, ce que vous disiez tout à l'heure, d'intégrer cette nouvelle complexité qui s'invite dans notre compréhension du climat et dans notre vision du futur. Voilà, nous allons mettre à disposition la vidéo et le diaporama sur le site internet dont l'adresse est citée en début de conversation. Merci beaucoup, Sonia. Bonne journée à vous Merci, et, et peut-être à une prochaine. avec plaisir. Merci Voilà, beaucoup. Au revoir. au revoir.